experts traditionnels, parce que nous en avons. Nous avons eu aussi recours à l'accompagnement de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà les équipes qui ont travaillé et il leur a été donné comme consigne de travailler non pas collégialement, mais en équipe. Autant dire qu'il y a eu autant de rapports. Et je vais vous dire que tous ces rapports, émanant soit des experts nationaux ou experts internationaux, ont convergé vers une même conclusion. Contrairement à toutes les divagations, toutes les hérésies qui ont été édictées, nous avons aujourd'hui non pas plutôt la tâche de vous donner l'information objective. Je dis bien éléments de différentes équipes d'experts, tant nationaux qu'internationaux. Alors, dans le cadre de Faux Bruit, nous avons tous eu à le lire par le passé. Au retour de l'expert, c'était une dame belge, nous avons lu sur les réseaux qu'il aurait fait des déclarations. La pauvre, parce qu'il n'en avait jamais fait. Et ici, ça marchait bien sur l'étoile, les mauvaises informations. Il y a une année, j'avais traité de la liberté d'expression dans un état de droit. Nous avions énuméré un certain nombre d'infractions. Nous avons même milité pour que le législateur, ainsi que celui qui peut encore être en prison aujourd'hui, monsieur son garde-corps. Donc, nous allons poursuivre les enquêtes, non pas pour connaître qui a été à la base, ou plutôt qui est l'assassin, comme l'auraient dit les gens, qui est le meurtrier, ou comment est mort Chéribé Okende. Là, c'est un volet tourné. Mais nous voulons savoir, pendant ce temps qu'on dit qu'il était préoccupé, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Nous avons des pistes que je ne peux pas vous donner pour le moment, mais nous avons des actes de procédure qui ont été lancés et des personnes sont présentement fugitives que nous recherchons parce que nous voulons connaître, avec les informations déjà en notre possession, qu'est-ce qui a été le rôle déterminant de ces personnes poursuivies en séjour pour que les découches en arrivent à l'acte qui a été décrié par tout le monde, enfin, à cette mort tragique. Et les conclusions futures pourront nous donner, selon que nous serons en mesure d'évoluer avec la technicité qui nous est propre, de pouvoir atterrir de la meilleure manière. Alors, ce que je viens de vous dire, la conclusion, chacun va pouvoir juger avec les détails que va vous donner monsieur le procureur de la République, qui au quotidien a fait le travail sous ma supervision, ma direction. J'espère que vous n'aurez pas à tordre ce que je viens de dire, à déplacer les mots, à les tourner, à les retourner pour tâcher de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, monsieur le procureur de la République, vous pouvez replacer vos micros, parce que maintenant c'est lui qui va parler. Merci monsieur le procureur général. Comme vous l'avez rappelé, c'est en date du 13 juillet 2023 que le corps sans vie de M. Okende a été trouvé dans son véhicule de marque Lexus Super Sport LX de couleur verte immatriculé 89 53 AF 19. Le véhicule avait été trouvé sur l'avenue des Poids Lourds dans la commune de la Gombe, devant le portail du garage de Kinshasa. Sur instruction de monsieur le procureur général de la Cour de cassation, après qu'il ait reçu les rapports, notre rapport,
un magistrat avait été dépêché sur place avec un groupe d'experts. Les premiers experts qui sont arrivés sur le terrain, c'était ceux de la police technique. Et ils ont trouvé que le véhicule était portière fermée, vitres teintées, la clé de contact se trouvait à l'intérieur du véhicule, moteur et climatisation en marche. Et il a également constaté que la protection anti-pluie de la portière avant gauche avait un petit trou. C'est ainsi que pour y accéder, nous avions autorisé à l'expert de pouvoir casser comment est-ce qu'on appelle ça, le dispositif arrière, du quoi, de la portière arrière droite. De la vitre. Oui, la vitre, oui. Une petite vitre. Oui, oui. La petite vitre là. De la portière arrière. Oui, pour y accéder. Et c'est à partir de ces trous qu'on a pu avoir accès. La première constatation, puisque nous sommes partis des éléments visuels, on a trouvé sur place un corps sans vie, assis à la chaise du conducteur, la clé de contact s'y trouvait, une arme GP Jericho, numéro CDPN 333901 avec chargeur et balle dans la chambre, une aiguille, des téléphones de marque Samsung Fold 3 et intact phone, ainsi que la veste avec des éclaboussures de sang. Et la police a procédé à des prélèvements et à une perquisition approfondie du véhicule. Et des photos ont été prises selon l'art, puisque ce sont des enquêteurs de scène de crime. Il y a lieu de pouvoir signaler que la police chargée de la communication y était également associée. Comme vous le savez, il s'agit là d'un événement macabre. Il était question donc que nous puissions réunir tous les experts, puisqu'on avait besoin de tous les experts, comme le chef l'a rappelé tantôt. Nous avons requis tous ces experts du bureau conjoint sur demande de la famille, puisque rien n'avait été fait jusque-là. On avait préféré à ce que l'expertise se fasse de façon contradictoire avec toutes les équipes. C'est ainsi que, pour ne pas prendre trop de temps, expliquer en fait les conclusions des différentes équipes. Il y a d'abord l'équipe de la direction des télécommunications et nouvelles technologies, qui était également appuyée de certains éléments du bureau conjoint des Nations Unies. Cette direction et ces experts avaient pour mission d'essayer, par la géolocalisation des appareils trouvés sur terrain, de reconstituer les parcours possibles du député Chéribin Okende jusqu'à l'endroit où son véhicule avait été trouvé. La deuxième équipe devait, par des analyses de la scène du crime et également la morpho-analyse des traces de sang, nous indiquer, nous donner des éléments au regard de ce qui a été trouvé dans le véhicule. Et il était également chargé de l'examen balistique, puisque un véhicule a été trouvé, une arme avait été trouvée, ainsi que des douilles, laissant penser que cette arme-là avait été utilisée dans les véhicules. Et la troisième équipe, c'était une équipe composée de médecins. Comme je l'ai dit tantôt, chaque équipe était mixte, des nationaux ainsi que des internationaux, des experts internationaux.
Et au niveau de la troisième équipe, nous avions 2 médecins légistes de l'hôpital général de référence de Kinshasa, 2 médecins légistes du bureau conjoint des Nations Unies et également 2 médecins sud-africains. Donc pour dire que l'équipe sud-africaine, étant donné que c'était une équipe costaud, par rapport à la spécialité de chacun, était également dans les différents groupes. Alors les derniers groupes devaient procéder à l'autopsie et aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, il a été, les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, le monsieur Chéribin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 h, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16 h, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 h. Des deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements, on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de M. Okende, mais également les vidéos surveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par M. Okende. Ce qui nous a fait plus ou moins un téra d'images qu'il fallait exploiter. Et ces images renseignent que à 16 h, visionnage fait, M. Okende ne pouvait se trouver à la Cour constitutionnelle vers 16 h. Et également, nous avons pu retracer les mouvements de M. Okende de 16 h. De 16 h jusqu'à 17 h, il s'est trouvé aux alentours, comme je l'ai dit, de boulevard Senoué. Ce n'est que vers 22 h que les antennes de télécommunications vont les reprendre encore en charge, cette fois-là, vers Ndolo. Et vers 1h, 2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée. Donc, précision détail, même l'appel aux témoins lancé par monsieur le procureur général près la Cour de cassation n'a rien donné. Et les différentes descentes par nous effectuées à la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence, aucun témoignage n'a été fait dans ce sens. Avec l'autorisation de monsieur le procureur général, je voudrais particulièrement relever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants royaux et qu'à partir du restaurant royal, il a entendu des bruits, il est sorti et il a vu des jeeps qui amenaient M. Okende. Là également, nous sommes descendus sur place. Devant les restaurants Le Royal, nous avons tenté de procéder à une reconstitution. C'est impossible. Partant de l'hôtel du restaurant Le Royal, restaurant Villa Royal, de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la Cour constitutionnelle. C'est impossible puisque entre l'entrée et ce parking, il y a 2 bâtiments. Donc c'était pratiquement impossible. Des deux, ça je peux simplement les relever, où dans notre pays, tout le monde par son appareil est devenu preneur d'image. Il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15h, 16h, 17h devant la Cour suprême de justice et qu'on ait
Cour constitutionnelle, et qu'on n'ait pas d'image. Donc, nous avons procédé à plus de 3-4 reconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on n'a pu avoir aucune information dans ce sens. Donc, sur ce plan, Monsieur le procureur général, après la Cour de cassation, la commission était catégorique. Monsieur Okende n'avait été pris en charge ces jours-là que par à la Gombe, que par les antennes situées aux alentours de l'hôtel Rotana et l'ambassade du Côte d'Ivoire. Et là, c'était entre 10h et 12h. Pour ce qui est de la deuxième commission, qui était chargée des analyses et de la scène du crime, ainsi que la balistique, il est confirmé, et ils ont confirmé, que c'est cette arme-là qui a été utilisée. Et également, toujours partant de l'analyse de la scène de fait. Comme dit tantôt, les véhicules avaient été trouvés fermés, toutes les portières fermées, moteur en marche, climatisation allumée. Ce qui a posé problème puisque on a constaté une humidité qui n'a pas permis de procéder au prélèvement des empreintes. On n'a trouvé que les empreintes au niveau des rétroviseurs et lesquelles empreintes étaient celles de M. Okende. Mais l'humidité a empêché à ce qu'on puisse procéder à d'autres prélèvements dans les véhicules. Cependant, les experts ont également relevé que la Jeep Lexus contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière, qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée. Donc l'arme qui, la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier temps, été amené également à étudier le corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également le corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur. Donc ils ont retrouvé des éclaboussures partout, on a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme, non pas sur les sièges, mais juste à côté du corps de M. Okende. Alors, pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport, il a conclu que les blessures, ou les blessures, il faut parler en termes de blessures, puisque le constat c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire sur la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante, oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme utilisée et c'était enrayé après la première sortie après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible, premier élément, que on puisse disons comment dirais-je,